Le véritable projet à long terme, c'est la destruction des classes moyennes occidentales. Et en fait, c'est un enjeu de pouvoir. Il y a une petite élite qui est au pouvoir, et le peuple n'a pas son mot à dire, et elle continue à être dans un certain confort, dans une certaine aisance, et le peuple souffre, mais il n'a pas le choix, il doit obéir à ses maîtres. On voit notamment la destruction des petits commerces, des restaurateurs, des commerçants indépendants au profit de grandes entreprises, de grandes enseignes qui, eux, tirent leur marron du feu. Et on a vu que les milliardaires de ce monde ont augmenté leurs profits, je dirais, de façon spectaculaire dans cette crise qui a au contraire plongé des millions de gens dans la pauvreté. Bonjour Stanislas Berton. Alors, Bonjour. vous êtes ancien chef d'entreprise, vous vous consacrez désormais à l'analyse économique et à la gestion des risques. Vous êtes aussi essayiste et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé La France retrouvée, que vous avez auto-édité et qui est disponible sur votre site stanislasberton.com. Alors, dans cet ouvrage, vous expliquez que la civilisation occidentale en général et la France en particulier sont confrontés à une entreprise criminelle de destruction qui s'appuie sur la subversion des institutions, le contrôle social et la manipulation de l'information. Vous parlez d'une guerre d'un genre nouveau qui vise à conquérir l'ennemi non pas de l'extérieur mais de l'intérieur, une guerre que vous qualifiez d'invisible, qui est menée par une minorité soutenue par les médias, les grandes entreprises et les puissances financières. Alors, comment est-ce que vous définiriez cette minorité? Qui la compose? Quelle est sa doctrine, son idéologie? Oui, alors tout d'abord, merci pour cette invitation sur Epoch Times. Pour répondre à votre question, toutes ces personnes ont en commun une idéologie, donc, que j'appelle l'idéologie mondialiste. Et comment se caractérise-t-elle? Cette idéologie, elle se caractérise par ce qu'ils appellent la société ouverte. Et en fait, derrière ce mot, ce qui se cache, c'est la destruction des peuples, des nations et des identités. Et en fait, l'idée, c'est de faire table rase du passé et pour faire créer un homme nouveau. Et donc, moi, je considère que c'est un projet qui sous des atours qui peuvent être séduisants, en fait, se cache un projet véritablement totalitaire. Et alors, comment est-il mis en place? Vous l'avez dit, hein, en partie. En fait, c'est un travail de sape qui passe par la prise de contrôle progressive des médias, du système du monde universitaire, de la justice, d'une partie du monde politique. Et en effet, comme vous l'avez très justement souligné, en fait, c'est une guerre invisible, c'est-à-dire que c'est une guerre qui a été théorisée, qui s'appelle la guerre hors limite. En fait, cette guerre ne fait plus de séparation entre le civil et le militaire, et surtout, elle s'appuie moins sur la force armée, donc la guerre classique, mais sous des moyens indirects. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le contrôle de l'adversaire et on va lui saper ses résistances, et surtout, on va lui ôter l'idée même de se battre. Et en fait, c'est vraiment le principe de ce que dit le grand stratège chinois Sun Tzu, c'est l'art suprême de la guerre, c'est de vaincre l'ennemi sans livrer bataille. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a détruit la société de l'intérieur, on n'a même plus besoin de se battre, le fruit tombe tout seul. Alors, vous parlez aussi d'un projet totalitaire qui cherche à faire émerger un nouvel ordre mondial et à créer un homme nouveau, comme vous venez de le dire. Alors, en quoi cette idéologie mondialiste, en fait, nous conduit vers une nouvelle forme de totalitarisme? Parce on voit très bien le résultat, c'est-à-dire que cette idéologie, elle nie en réalité, en dépit de ce qu'elle prétend, elle nie la diversité des peuples, des anthropologies, des systèmes économiques, des systèmes sociaux. Elle nie la souveraineté populaire, c'est-à-dire qu'en général, elle se manifeste politiquement par un pouvoir de plus en plus grand confié à des instances supranationales. Donc en fait, il est totalitaire ce projet parce que, et surtout, oui, il est aussi totalitaire parce que toutes les voix dissidentes qui voudraient s'opposer à ce projet sont étouffées, sont décrédibilisées et sont accusées de tous les maux. Alors, c'est les mots classiques, c'est raciste, complotiste, extrémiste. En fait, tout ça, ce sont des tactiques qui sont utilisées pour en fait décrédibiliser leurs adversaires et empêcher qu'une résistance s'organise pour lutter contre ce projet. En fait, ça fait un peu penser à ce qui se passait en Union soviétique. Il y avait une psychiatrisation des opposants, des dissidents politiques,
Et là, en fait, c'est une forme aussi de psychiatrisation, entre guillemets, quand on les traite de complotistes, puisqu'il y a le côté un petit peu, voilà, quelqu'un qui n'a pas les idées très claires, qui croit à n'importe quoi. Et puis, il y a le côté, évidemment, voilà, le fasciste, le raciste, le xénophobe, qui là aussi permet effectivement d'étouffer les débats. Et finalement, c'est ce que, alors je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Staline aussi, il me semble. Traitez votre adversaire de fasciste et de toute façon, le temps qu'il se défende, ce sera fini quoi pour lui. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est amusant que vous citiez ça parce que je reprends justement cette citation dans mon livre, dans La France retrouvée, parce qu'en effet, c'est une technique bien rodée, alors qui a marché, hein, je veux dire, qui a fait florès pendant des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on voit que quand même les gens ont commencé à comprendre la ruse, ont commencé à comprendre l'arnaque, et que ces mots-là n'ont de moins en moins de pouvoir sur la société, sur les esprits. Alors justement, il faut essayer de continuer ce travail et justement de refuser cette psychiatrisation et refuser ce contrôle sur le champ sémantique, en fait, par ceux qui sont les vrais totalitaires et les vrais fascistes en réalité. Vous dites que justement ces mondialistes se sont appuyés sur différents leviers pour pouvoir exercer leur influence, finalement infiltrer tous les cercles de pouvoir. Vous évoquez notamment le rôle des médias, donc là on vient de l'effleurer. Finalement, c'est en contrôlant tous les médias grand public, c'est un moyen aussi de diffuser cette doctrine, cette idéologie, et d'empêcher effectivement toute contradiction, tout débat contradictoire, ce qui fait que les gens, malheureusement aujourd'hui, euh, on leur propose une, une information qui est finalement assez similaire, assez semblable. Il y a plus d'informations vraiment plurielles. On ne peut pas confronter son point de vue, ses idées. On nous sert un petit peu toujours la même chose. Tout à fait, mais alors ce qui est très intéressant et ce qu'il faut souligner à nos spectateurs, c'est que c'est une illusion de croire que ce sont les masses qui sont les moteurs de l'histoire, ce sont toujours des minorités actives, déterminées et surtout qui savent identifier les leviers critiques du pouvoir et exercer une influence disproportionnée à leur nombre à travers ceux-ci. Et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est vraiment une minorité de gens qui imposent un projet qui est pour l'essentiel rejeté par la majorité des populations. On le voit par exemple sur les migrations de masse, on le voit sur le multiculturalisme, on le voit sur même ce qui s'est passé en France avec le traité de constitution européenne qui a été rejeté par le peuple français en 2005. Mais ces gens-là arrivent à imposer leur volonté à la majorité parce qu'ils ont identifié, avec, il faut le reconnaître, beaucoup d'habileté, beaucoup d'intelligence, les leviers critiques et comment exercer une influence sur la société et exercer une influence sur les consciences. Et vous avez raison de le dire, les médias jouent un rôle absolument disproportionné, puisque les médias, dans le système actuel, sont les producteurs du discours et les producteurs de la norme. Et donc, on le voit et on peut le constater, peut-être même dans notre entourage, des gens pour qui c'est vrai parce que c'est vu à la télé et que c'est dit dans les médias. Et vous avez raison, et c'est un discours quasiment unanime. En fait, les divergences portent sur vraiment des points de détail. Et en fait, c'est un faux pluralisme, une fausse alternative. Et en réalité, la réalité est hors de ce champ-là. Et ça, c'est très difficile pour les gens de leur faire comprendre que la réalité est hors de ce champ médiatique et que ce que les médias leur proposent, c'est une réalité fictive et en fait, c'est une forme de manipulation mentale en réalité. Parmi les représentants finalement de ces élites mondialistes, alors vous citez notamment George Soros dans votre ouvrage. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui ont une influence peut-être plus importante au sein de ces élites mondialistes? Voilà, quelles sont les différentes parties prenantes? Oui, bah, Georges Soros, je le cite parce que c'est quand même lui, je dirais, c'est l'un des maîtres d'œuvre. C'est lui d'ailleurs qui a créé, on parlait de société ouverte, il a mis toute sa fortune au service d'une fondation qui s'appelle la Open Society Foundation, donc la société ouverte. Il est d'une influence considérable. Je cite souvent cette enquête qui a montré son influence sur la Cour européenne des droits de l'homme. Peu de gens s'en souviennent, mais au début du mandat d'Emmanuel Macron, il a quand même fait révoquer un ambassadeur dans la journée parce que l'ambassadeur qu'avait nommé le président de la République ne lui plaisait pas.
Donc, et il le dit lui-même, il dit, je suis un chef d'État sans État. Donc, il faut avoir voilà, cette notion en tête. On peut citer d'autres personnes. On peut citer, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates, qui est, lui, qui est très influent, par exemple, sur tout ce qui touche aux questions de santé, questions médicales. On est au cœur du sujet. Et par exemple, très peu de gens savent que Bill Gates a un siège au conseil, enfin, à l'organe directeur de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qu'à ce titre, il jouit des mêmes privilèges que s'il était un État. C'est-à-dire c'est un individu privé qui pèse le même poids qu'un État dans une institution internationale. Et ça parce qu'il donne des millions, voire même des centaines de millions d'euros à l'OMS. Donc on est dans des individus privés qui exercent en coulisses une influence qui est, je dirais, aussi grande que certains chefs d'État. On voit même, on parle aussi d'acteurs comme les GAFA. On voit par exemple Twitter, Jack Dorsey, son PDG, qui se permet de couper la parole à un président des États-Unis en exercice, président Donald Trump, suivi par des millions de personnes. Donc on voit, en fait, c'est des individus, souvent liés au monde de l'entreprise, au monde de la finance, des entreprises comme les GAFA. Et en fait, c'est un vrai réseau, c'est presque une mafia transnationale, avec chacun s'occupant d'un domaine bien spécifique qui participe à ce système. Mais alors, certains vous diront que, par exemple, les Bill Gates, les George Soros, ce sont au contraire des philanthropes qui donnent une partie de leur argent pour des causes qu'ils ils estiment justes. Qu'est-ce que vous répondez en fait aux personnes qui sont convaincues finalement que ces gens-là cherchent à faire avancer la société dans un sens positif? Ah bah, je leur dirais, regardez toujours, suivez l'argent, regardez où l'argent va et à quoi il sert. Je veux dire, regardez par exemple pourquoi George Soros, par exemple, crée des associations dans tous les pays, par exemple notamment dans les pays de l'Est, parce qu'après il utilise ça pour mettre des hommes à sa main à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme rend des jugements conformes à la philosophie, à l'idéologie qui est développée par George Soros. Regardez ce que fait Bill Gates, arrive à, je dirais, à influencer la politique vaccinale, sanitaire, médicale d'un grand nombre de pays à travers l'OMS. Regardez comment les GAFA, par exemple, on peut parler aussi de ça, Mark Zuckerberg, qui a donné des millions de dollars à différents groupes aux États-Unis pour, je cite, fortifier l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est tout ça? Derrière, en fait, il faut arrêter d'être naïf. Derrière ça, il y a toujours des leviers d'influence et la philanthropie, on sait, a toujours été un moyen, alors soit de défiscaliser, soit d'exercer une influence indirecte par d'autres canaux. Donc, je dis aux gens qui seraient sceptiques, regardez, creusez, allez voir comment cet argent est utilisé et quel groupe il finance, et je pense que vous aurez une réponse à vos interrogations. Et alors, est-ce que ces différentes personnalités poursuivent chacun des intérêts particuliers qui peuvent parfois converger et donc du coup peuvent éventuellement donner lieu à des alliances? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez plutôt à un projet concerté et que tous tendent vers le même objectif en permanence? Mais je pense qu'il y a déjà une adhésion idéologique commune, c'est-à-dire vraiment la volonté de détruire les nations et les peuples historiques. Donc ça peut être vrai en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis, on le voit avec une autre façon de faire. On voit les attaques aussi sur la Russie, par exemple, la Russie qui est un État souverain, qui est un des rares pays justement qui se défend et qui refuse ce diktat, donc qui est l'objet d'attaques incessantes. Donc il y a c'est déjà cette connivence idéologique. Et ensuite, je dirais que le véritable projet à long terme, c'est la destruction des classes moyennes occidentales. Et en fait, c'est un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y ait une nouvelle classe, je dirais, une espèce d'aristocratie qui va régner sur en fait, des nouveaux serfs, je dirais, une nouvelle classe mis quasiment en esclavage économique, et ça sera fait par différents biais. Par exemple, très peu de gens le savent, mais Bill Gates est en train de devenir le premier propriétaire terrien des États-Unis. Il a acheté des millions d'hectares de terres agricoles.
C'est par l'intermédiaire de quelqu'un comme George Soros, le contrôle financier à travers la dette, à travers les prêts qu'on fait aux États, et justement avec une logique en plus diabolique, c'est-à-dire qu'on affaiblit les États, on les appauvrit, et les ayant appauvris, on leur prête de l'argent pour entretenir le cercle de la dépendance. En fait, c'est comme un dealer qui vous rend accro, et après, il est content de vous vendre votre drogue, votre dose, quoi. Donc, c'est exactement cette logique-là. Et en fait, ces gens-là visent ça. Moi, c'est ce que j'ai appelé la néo-féodalisation, c'est-à-dire qu'on est dans la destruction en fait de la démocratie, du principe de souveraineté populaire pour recréer en fait une nouvelle classe. En fait, vous parliez du communisme, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un système totalitaire où il y a une inégalité de façade, enfin, en tout cas, on met tout sur le même plan, et il y a une intelligentsia, il y a une petite élite en fait, qui est au pouvoir, et le peuple n'a pas son mot à dire, et elle continue à être dans un certain confort, dans une certaine aisance, et le peuple souffre, mais il n'a pas le choix, il doit obéir à ses maîtres, et avec tout des organes, que ce soit les médias, que ce soit la justice, que ce soit une partie des forces de sécurité, qui n'ont pas pour but de protéger la population, mais juste de servir cette nouvelle oligarchie. Et on en est exactement, c'est la situation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui avec cette crise, notamment Covid. Quand on regarde à ses fruits, c'est ce qui est en train de se passer. On voit notamment la destruction des petits commerces, des restaurateurs, des commerçants indépendants au profit de grandes entreprises, de grandes enseignes qui, eux, tirent leur marron du feu. Et on a vu que les milliardaires de ce monde ont augmenté leurs profits je dirais, de façon spectaculaire dans cette crise qui a au contraire plongé des millions de gens dans la pauvreté. Et alors, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que finalement, tout ça se fait avec une forme de complicité des élites et des classes supérieures. Vous décrivez des élites françaises aveuglées par les préjugés liés à la classe sociale ou au diplôme. Vous expliquez qu'elles ont fait sécession, qu'elles se sont construites contre le peuple, qu'elles ne sont plus ce que nous avons de meilleur, mais de pire. Alors, pourquoi, selon vous, ces élites se sont-elles finalement détournées du peuple? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de trahison? Oui, absolument. Et je pense que c'est le fruit de nombreux facteurs, parce qu'il y a eu, en fait, on a perdu tous les liens qui unissaient le peuple à l'élite. Donc avant, par exemple, il y avait la patrie, il y avait, il y avait cette patrie commune, je veux dire, au peuple, aux bourgeois comme au peuple, aux aristocrates, etc. On défendait sa patrie, qui était en l'occurrence la France. Il y avait aussi la religion qui était ce ciment de l'identité française. Il y avait aussi une communauté de vie, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, même un grand industriel habitait au même endroit où était son usine. Il habitait, on voit dans les anciennes usines, si vous allez en province, il y a l'usine, à côté, il y a la maison de maître où habitait le patron qui est à 50 mètres de l'usine. Donc le patron vivait au milieu de ses ouvriers, il participait à la vie même de la fois de la petite commune où il habitait, etc. Mais ça, tout ça a changé, il y a eu une déstructuration et il y a eu je dirais, en plus les élites sont parties vivre dans les grandes villes, donc faire des activités de service, etc. Donc il y a eu la France des métropoles, la France périphérique, donc tout ça participe à cette destruction du lien social. Mais surtout, ce que je veux dire sur les élites, c'est que pendant longtemps, en fait, les élites ont été ce qu'un pays avait de meilleur, c'est la quintessence des vertus nationales et populaires. Et aujourd'hui, en fait, nos élites sont, vous avez raison de dire, sont ce que nous avons de pire. Nos élites, qu'est-ce que c'est? C'est la lâcheté, la soumission notamment aux ordres en fait, qui sont donnés par les mondialistes. Et j'ai envie de dire, si aujourd'hui, par exemple, être chef d'État français ou ministre français, c'est juste faire des chèques pour acheter la paix sociale dans les banlieues et obéir docilement aux ordres qui sont donnés par Bruxelles ou par n'importe quel George Soros, il n'y a pas besoin, n'importe qui peut le faire, je veux dire. C'est pas ça être une élite. Une élite, normalement, c'est les gens qui sont dans le courage, qui se battent pour leur pays, qui sont dans le service du bien commun, qui sont dans je dirais, dans la défense du peuple. Et on voit qu'il y a encore certains pays qui sont dans cette optique-là. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec tout ce mouvement autour des patriotes, autour de Donald Trump, qui refusent. On voit avec la Russie, autour pareil de Vladimir Poutine, qui refuse. Donc il y a encore des élites qui se battent, parce que c'est ça en fait, quand on est une élite, on se définit par rapport à conserver sa souveraineté et à se battre. Et aujourd'hui, nos élites ne se battent pas, elles sont dans la soumission la plus totale.
Alors, vous évoquez aussi une nouvelle religion, un nouveau dogme qui repose sur les droits de l'homme, l'égalité et le progrès. Vous montrez que ce dogme trouve son origine à la Renaissance et prend véritablement corps pendant le siècle des Lumières. Vous écrivez que le respect de l'individu s'est transformé en individualisme et la défense des intérêts particuliers s'est substituée à celle de l'intérêt général. Sous couvert d'égalité et de progrès, la majorité se trouve désormais contrainte de se soumettre à une véritable tyrannie, la tyrannie des minorités. Alors, comment est-ce que ce nouveau dogme dont vous parlez a été en mesure de s'imposer et comment cette tyrannie des minorités se manifeste-t-elle aujourd'hui dans notre société? Oui, alors moi, ça me fait toujours rire parce que quand on écoute certains, notamment mondialistes, justement, ils n'ont que ce mot à la bouche, et ils nous parlent de l'égalité, du progrès, en pensant cela être des gens très éclairés, sortis de l'obscurantisme, l'obscurantisme qui est associé dans leur esprit à la religion, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes les grands prêtres d'une nouvelle religion. En fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont troqué une religion pour une autre. Et en fait, ils sont dans cette optique-là. Et en effet, si je dois dire, il y a un grand clivage, le vrai clivage politique réel aujourd'hui, c'est entre ceux qui pensent qu'il existe justement un ordre naturel qui dépasse l'homme, avec une limite au-dessus de l'homme, donc on peut appeler Dieu ou qu'on peut appeler comme on veut, mais il y a un ordre et une limite, et ceux qui pensent que l'homme est au centre de toute chose. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui commence à la Renaissance et qui progresse jusqu'aux Lumières. Et ensuite, aujourd'hui, on est complètement dans ça, dans la postmodernité, etc. Donc, il y a ce vrai clivage. Et donc, ceux qui ont pris cet homme, cet individu, et petit à petit, ils l'ont amené à se prendre pour Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la religion de l'homme-dieu. C'est l'homme qui est au centre de toute chose. Et en faisant ça, on a rompu l'équilibre qui était au cœur de la civilisation occidentale. Parce que la civilisation occidentale, sa gloire, c'est une civilisation qui valorise la liberté, notamment la liberté individuelle. Mais en fait, on est passé, comme vous l'avez très justement dit, à l'individualisme, où en fait, ce sont les droits de l'individu qui passent avant le collectif. Et là, c'est là où il y a une rupture, parce que normalement, il y avait cet équilibre entre trouver un espace pour l'individualité, mais garder quand même le sens du bien commun et de l'intérêt général. Et là, aujourd'hui, on est dans cette confusion totale, et là encore, c'est quelque chose qui est utilisé pour, encore une arme, utilisée pour détruire nos sociétés. Parce que justement, on a pris quelque chose de bon et on l'a perverti en le poussant et en plus en s'inscrivant dans cette tendance de fond qui est voilà, cet homme-dieu qui a commencé à apparaître à la Renaissance, puis aux Lumières, et qui trouve son aboutissement aujourd'hui. Vous évoquez aussi la destruction des valeurs traditionnelles, la destruction méthodique de la famille notamment, à travers la diabolisation de l'homme, la dénonciation du patriarcat et des vertus masculines. Vous parlez aussi de la ringardisation des vertus féminines, le fait que la maternité et le rôle de mère soient désormais tournés en dérision. Vous écrivez dresser la femme contre l'homme, refuser la logique de la complémentarité pour exiger la pure égalité. Alors finalement, cette logique en fait de division systématique, elle rappelle la logique marxiste de la lutte des classes, où on cherchait à déstabiliser les sociétés en semant le chaos et la division, et où là aussi on attaquait la croyance, la foi, la famille, l'histoire et les traditions. Est-ce que selon vous, cette doctrine mondialiste que nous connaissons aujourd'hui peut être envisagée comme un prolongement, un avatar, une forme postmoderne du marxisme? Oui, absolument. Oui, on est dans ce qu'on appelle aux États-Unis le marxisme culturel. C'est vraiment, en fait, l'idéologie a muté. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, ce sont des penseurs de la French Theory, de la déconstruction qu'il y avait dans les années 60-70, je pense à Foucault, je pense à Derrida, qui ont expédié ça aux États-Unis. Ça a mûri dans les facultés américaines. Et en fait, maintenant, ça nous revient en boomerang en Europe. Mais en fait, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que on est dans cette logique de l'individu, c'est-à-dire, on va dire, le rôle traditionnel de la femme l'empêche de s'épanouir dans sa carrière, dans ses désirs personnels, parce qu'elle serait soumise à son mari, à ses enfants, etc. Mais ce qu'on ne voit pas,
c'est que là encore, il y a un ordre naturel. Alors bien sûr, avec des exceptions, c'est toujours cette chose, c'est que tout le monde, il y a toujours toute norme à ses exceptions. Il y a des gens qui ne sont, il y a des femmes qui ne sont pas faites pour la maternité et des hommes qui ne sont pas forcément dans la virilité, ça existe. Mais la norme sociale, c'est justement cet équilibre entre des hommes pleinement virils, des femmes pleinement féminines, et c'est ainsi qu'il y a une harmonie qui se crée dans la société. Et quand on parle de valeurs traditionnelles, moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie de Nassim Nicolas Taleb, qui parle justement des vertus de l'antifragilité. Et en fait, les vertus traditionnelles sont antifragiles parce qu'elles sont des choses qui ont passé le test le plus dur et le plus rigoureux qui soit, qui est l'épreuve du temps. Je dis toujours aux gens qui sont progressistes à outrance, vous êtes en train de casser des choses qui ont tenu bon pendant des dizaines de milliers d'années, qui ont survécu à toutes les crises possibles et inimaginables, et vous remplacez ça par quelque chose qui, avec à peine le recul de 50 ans, on se rend compte que ça ne marche pas et que ça crée des problèmes considérables. Donc, ayez l'humilité toujours de vous dire que peut-être quelque chose qui existait pendant des siècles, en fait, peut-être que c'est une bonne raison d'être. Et avant de tout démanteler, réfléchissez un petit peu à ce que vous êtes en train de faire. Et avant de casser quelque chose, il faut regarder quel but ça servait. Vous évoquez aussi l'économie dans votre ouvrage. Vous revenez notamment sur le dogme du libre-échange et la destruction du tissu économique français au nom de la mondialisation, de la croissance et du pouvoir d'achat, hein, je cite. Et vous expliquez qu'en réalité, ceux qui ont vraiment bénéficié du libre-échange, ce sont plutôt les grandes entreprises, leurs actionnaires et les nouveaux pays producteurs. Vous écrivez que cette destruction des économies occidentales fut réalisée au profit des mondialistes, mais également au bénéfice de la Chine. Et vous évoquez aussi la redoutable stratégie d'infiltration économique, politique et sociale mise en œuvre par le Parti communiste chinois avec la bénédiction de ses alliés mondialistes à partir des années 2000. Est-ce que vous pouvez revenir sur les liens qui unissent les mondialistes à la Chine communiste? Quels sont les points de convergence qui leur permettent de s'entendre? Et quel rôle joue précisément Pékin dans le projet mondialiste? Oui, absolument. En fait, c'est un mariage d'intérêts, c'est-à-dire que les mondialistes en fait, ont compris qu'en délocalisant l'activité économique en Chine, ils allaient pouvoir en fait, dégager des profits colossaux en utilisant la main-d'œuvre à bas coût chinoise. Donc, ça allait être pour eux une manne extraordinaire. Et en plus, ça allait appauvrir, ce que je disais il y a quelques instants, appauvrir les pays occidentaux auxquels ils allaient désormais pouvoir prêter de l'argent. Donc, c'était gagnant sur les deux tableaux. Et la Chine a trouvé son intérêt puisqu'elle était dans une stratégie de rattrapage économique et toujours avec en plus ce génie stratégique chinois qui est de ce que disait Lénine, c'est-à-dire on va vendre aux Occidentaux la corde avec laquelle nous allons les pendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est devenue l'atelier du monde, elle s'est rendue indispensable et aujourd'hui, c'est très difficile de découpler les économies occidentales de l'économie chinoise tellement les systèmes sont imbriqués. Donc en fait, la Chine s'est rendue le cœur et voilà, ça devient très difficile de retrouver une autonomie et une souveraineté économique puisque toutes les activités et une partie des savoir-faire ont été transférées à la Chine. Et en plus, en plus ce projet-là, la Chine a donné aussi, je dirais, a donné son aide, son appui aux mondialistes. Et les mondialistes, eux, ont ouvert certaines portes aux Chinois et ont laissé faire, je dirais, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire on a deux puissances qui trouvent des intérêts communs et qui fonctionnent de concert avec, comme victimes, les peuples occidentaux. En fait. Pour vous, c'est a priori plutôt une alliance de circonstances et pas une véritable convergence idéologique entre mondialistes et communisme chinois. Parce que la Chine communiste est quand même aussi construite depuis 1949 sur la division, la lutte contre la foi et la croyance dont on parlait, la destruction des familles, de l'histoire et des traditions. Donc on voit qu'il y a quand même aussi un fond Oui, finalement oui, qui est absolument. partagé. Oui, oui, vous avez raison. Oui, oui, vous avez absolument raison. Il y a en effet, le Parti communiste chinois est dans ce système qu'on peut qualifier de totalitaire aussi, où on a toute la dissension est éteinte. On a en effet ce matérialisme qui refuse la foi. On a et puis, cet échange, parce que la Chine
à donner aux mondialistes son expérience, je veux dire, dans les outils de contrôle de masse. Là, on voit, par exemple, on parle de mettre en place le passeport vaccinal, par exemple, en Europe. Ça, c'est quelque chose qui existe, c'est le crédit social qui existe en Chine depuis longtemps, où, je veux dire, toutes vos activités quotidiennes reposent sur ce système qui est contrôlé par l'État et qui vous donne accès, est-ce que vous avez le droit de prendre le train, de prendre un billet d'avion, etc. Donc, il y a vraiment, en fait, un échange de bons procédés entre ces deux systèmes, avec justement, oui, vous avez raison, aussi une dimension idéologique qui est en effet qui est partagée de ce point de vue, absolument. Alors, au-delà de la question économique, vous faites un pont aussi avec la question environnementale qui est liée et plus particulièrement celle de l'énergie. Alors, vous écrivez que les médias, en fait, se sont essentiellement concentrés sur la question du climat, dont on entend beaucoup parler, mais n'ont pas insisté sur un sujet absolument capital, qui est l'épuisement des ressources naturelles et énergétiques, dont notre économie dépend. Vous évoquez le rôle central de l'énergie et des matières premières dans tout processus de production. Et vous expliquez aussi que finalement, la question n'est pas tant celle de l'épuisement des ressources naturelles et énergétiques que celle de leur coût de production, finalement. Et vous évoquez un modèle insoutenable et la nécessité de changer de paradigme économique pour éviter l'effondrement. Vous dites qu'il faut maintenant trouver un bon compromis entre la préservation de nos ressources et le maintien d'un niveau minimal de confort. Et vous prenez un retour à la sobriété, à une certaine frugalité. Alors, finalement, vous pourfendez aussi le mythe de la croissance continue. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette problématique de la contraction énergétique et peut-être évoquer quelques pistes pour repenser notre organisation économique et sociale afin de nous adapter aux conséquences de cette contraction? Oui, tout à fait. Ben, ça rejoint ce qu'on disait dans la dimension plus spirituelle, c'est-à-dire que le 21e siècle, ça va être le retour de la limite. C'est-à-dire on a été à tous les niveaux, au niveau philosophique, au niveau social, et là, en l'occurrence économique, dans un monde où tout semblait possible, où il n'y aurait jamais de limite, jamais de fin. Et là, en l'occurrence, c'est la limite énergétique du système physique. Et quand je pourfends le mythe de la croissance continue, c'est pas parce que moi, Stanislas Berton, j'ai décidé de le faire, c'est qu'il y a des lois physiques, thermodynamiques, qui nous prouvent que la croissance continue ne peut pas exister. Ça n'existe pas, c'est une aberration, c'est une vue de l'esprit. Et le problème, c'est que la plupart des économistes ou des gens qui parlent d'économie n'ont aucune notion de physique, de thermodynamique. C'est tout simplement des connaissances qu'ils ne possèdent pas. Et c'est une grille de lecture qu'ils ne possèdent pas et qui est pourtant qui a été développée avec brio par de grands chercheurs de l'économie biophysique. En France, on a un éminent représentant, la personne par exemple de Jean-Marc Jancovici, que peut-être certains de nos spectateurs connaissent. Euh, et, euh, et donc, en fait, les systèmes économiques occidentaux, ou même généraux en général, ont été conçus pour un monde où l'énergie est abondante et bon marché. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde qu'on a connu, qui était un monde de croissance depuis 250 ans, dans l'histoire économique humaine, c'est une exception, et c'est une exception qui est liée à l'exploitation des énergies fossiles. La révolution industrielle, ça a été le charbon, et ensuite, au XXe siècle, ça a plutôt été le pétrole. Et donc, ces énergies ont un ensemble de caractéristiques qui ont permis cette croissance. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi des matières premières qu'on utilise pour beaucoup de choses, hein, que ce soit le cuivre, ça peut être je dirais le cuivre, le zinc, le phosphate, des choses qu'on utilise pour les engrais, etc. Donc, on a en fait cette question des ressources naturelles, des matières premières, et la question aussi de la destruction de l'environnement, parce que souvent extraire ces matières premières a un coût environnemental qui est considérable. Et là encore, on peut parler de la Chine qui est quand même un énorme pollueur et qui n'est jamais cité et condamné par les activistes du climat qui sont les premiers à pointer du doigt les défauts de l'Occident. Donc on est dans ce système-là. Et en effet, c'est en fait, il y a des militants qui disent il faut être en décroissance, il y a cette idée de volonté. Mais moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je dis la décroissance, on y est déjà, on s'y dirige. Et si on veut être, je dirais, avoir un discours public qui est raisonnable, qui est crédible et arrêter de raconter des histoires aux gens, il faut qu'on se mette en chemin
pour adapter notre société à cette réalité. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un idéologue, je suis quelqu'un de pragmatique, je vois ce qui s'annonce et j'essaye de trouver des solutions pour comment on va s'adapter à cette réalité. Et d'ailleurs, c'est on parlait à l'instant de la Chine et des mondialistes, eux le savent, ça. Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils savent que la contraction énergétique est réelle, que pour parler très crûment, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, et ils veulent être sûrs que ce soit eux qui aient les dernières miettes et vont laisser l'essentiel de la population se battre avec les trois cailloux qui resteront. Et eux auront mis la main sur toutes les ressources nécessaires pour continuer à vivre. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le projet mondialiste si on ne comprend pas la contraction énergétique. Et les mondialistes le savent, le premier rapport sur le sujet, c'est un rapport sur les limites à la croissance qui a été fait au Club de Rome, donc c'était financé par la Fondation Rockefeller. Et les Chinois ont invité, contrairement aux Occidentaux, ont invité tous les grands penseurs de la contraction énergétique ou de la décroissance dans leurs grandes universités qui forment leurs cadres et qui forment leurs dirigeants. Donc ils sont très conscients, en fait les deux acteurs, que sont les mondialistes et le Parti communiste chinois, sont très conscients de la réalité de cette contraction énergétique. Et ceux qui n'en sont pas conscients, c'est les peuples occidentaux et leurs dirigeants. On voit d'ailleurs qu'en Occident, il y a en ce moment pas mal de débats sur l'énergie nucléaire et que même des écologistes, en fait, refusent cette énergie-là. C'est un très bon exemple parce que ça montre, c'est un exemple concret de l'action des mondialistes. C'est-à-dire qu'on commence, et c'est un travail de longue haleine, on a commencé dans les années 70 à dire, regardez, le nucléaire, c'est dangereux, c'est terrible, etc. On commence à diaboliser le nucléaire. Alors, il y a des associations, il y a un discours médiatique, il y a des médias qui véhiculent ça, qui diabolisent le nucléaire en permanence. L'école passe par là. Et puis, on attend le premier prétexte, alors là, en l'occurrence, c'était Fukushima, pour dire maintenant, ça y est, on arrête tout. Et au bénéfice de qui? Bien, de ceux qui seraient les producteurs des énergies renouvelables. Donc, c'est ceux qui fabriquent des éoliennes, c'est ceux qui fabriquent des panneaux solaires. Quelle surprise, ce sont les Chinois. Et en fait, on est dans vraiment, ça c'est l'exemple TIC, c'est un cas d'école de comment en fait, on arrive une fois de plus à détruire ce qui sert le bien commun. Dans le cas du nucléaire, je veux dire, le nucléaire a aussi des défauts, mais par exemple, dans le cas de la France, c'est quand même le nucléaire qui permet à notre pays d'avoir une économie, une électricité décarbonée et très, très peu coûteuse. Donc, et qui était en plus une filière d'excellence créée par l'État français, etc. Donc, on détruit ce système-là et on vous place sous la dépendance d'intérêts étrangers et voilà, et ça va encore une fois de plus réduire votre indépendance, votre capacité à être souverain. Donc c'est un exemple tout à fait typique de ce système, et toujours avec ce mensonge. Voilà, on nous parle de croissance verte, ce qui est un non-sens total, c'est une contradiction dans les termes, de développement durable. Enfin voilà, toute personne qui vous parle de développement durable, vous devez lui rironner parce qu'un développement, ça signifie une croissance, et dès qu'il y a croissance, il y a consommation d'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit source de matières premières qui s'épuisent, dit déchets suite au processus de production. Donc, il n'y a pas de développement qui est durable. Tout développement demande de l'énergie, et à un moment, il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est une loi physique. Donc, quand on parle de ça, c'est purement verbal. Mais alors, est-ce que c'est ce capitalisme vert qu'on nous propose en ce moment, cette transition énergétique, est-ce que finalement, c'est pas aussi pour les multinationales un moyen de trouver de nouveaux relais de croissance, sachant que la consommation en Occident, quand même, s'affaiblit depuis déjà plusieurs années et qu'a priori, ça va continuer dans ce sens-là? Alors, je crois que c'est plutôt, non, c'est plutôt un attrape-couillon dans le sens où c'est une manière de cacher, en fait, de cacher la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est dans les années 70, on aurait dû dire, vous savez, j'aime beaucoup, c'est Enoch Powell qui a dit dans un discours, la fonction suprême de l'homme d'État est de protéger la société des malheurs prévisibles. Le malheur prévisible dans les années 70, c'était que dans 40 ans, on allait avoir épuisé nos stocks de ressources naturelles, en tout cas les amener à des seuils où on ne peut plus les exploiter de façon vraiment rentable, où voilà, y a un problème de taux de rendement énergétique. Donc ça, on avait 50 ans pour s'y préparer. Bon, on a choisi, en tout cas ceux qui nous dirigent ont choisi d'ignorer ce problème. Et donc, en fait, on ne s'est pas préparé en tant que société et on va se prendre le problème, je dirais, de façon brutale. C'est comme quand vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130 et tout d'un coup, bam, vous prenez un mur et vous êtes à stopper net. Et ça va être très, très brutal.
Et en effet, on aurait pu faire cet accompagnement. Donc, quand on nous parle de croissance verte, il y a un business, vous avez raison, il y a un business juteux pour certaines entreprises, par exemple ceux qui vendent des panneaux solaires, ceux qui vendent des éoliennes, ceux qui vendent de la formation sur tous ces sujets, etc. Mais pour beaucoup d'entreprises, la réalité, c'est la réalité de la contraction économique. Il faut y faire face. Et en fait, ça va être une situation qui est inextricable en réalité. Alors, vous dites aussi dans votre livre sur le même sujet de la contraction que les grandes puissances que sont les États-Unis ou la Chine sont condamnées, je cite, à s'effondrer sous leur propre poids. Vous poursuivez en disant que la taille n'est pas un avantage mais un grave inconvénient dans un monde en contraction et que le monde de demain appartiendra aux nations et aux peuples de taille moyenne. Alors, on entend souvent dans les médias que le seul salut de la France passe au contraire par l'Union européenne pour pouvoir peser face aux géants que sont les États-Unis, l'Inde ou la Chine, par exemple. Vous évoquez pour votre part l'existence d'une essence française, fruit du génie propre à notre peuple, et la nécessité de défendre la voix française. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que la France pourra tenir tête à ces géants? Et quels sont, selon vous, les atouts sur lesquels la France peut compter? Qu'est-ce qui distingue le peuple français des autres peuples et peut lui permettre de tirer son épingle du jeu? Ouais, alors je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que ça, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est ce dogme de la masse. Ça, c'était peut-être vrai. En fait, les gens qui pensent comme ça sont encore prisonniers des logiques du 19e siècle. Parce que c'est vrai que, et ça, c'était le génie. Napoléon l'avait compris avant tout le monde. Il avait compris que ça serait le 19e et le 20e serait le moment des grands empires. Donc, il voulait justement faire une France à la taille de l'Europe pour faire concurrence aux nouveaux empires. Mais là, on est dans un schéma complètement différent. Il ne faut pas faire les combats les combats de la dernière guerre. Là, quand on est dans un monde en contraction, en effet, la taille est un inconvénient terrible parce que vous avez un poids de structure, vous avez un effet de rien que pour maintenir votre système, la dépense énergétique de votre système, plus un système est lourd, plus il est consommateur d'énergie. Et d'ailleurs, on le voit, c'est toujours l'exemple que je prends, quand il y a eu cette crise qui a été avec les dinosaures, les gros dinosaures, vous savez, les énormes tyrannosaures qu'on voit dans les films, bah, eux sont morts, et ceux qui ont survécu, c'était les petits animaux qui n'avaient pas besoin de beaucoup manger. Et parce qu'eux pouvaient vivre dans un environnement avec des ressources limitées. Et en fait, et par exemple, dans le cas de la Chine, peu de gens le savent, mais la Chine est dans un état, l'environnement chinois est dans un état désastreux. J'ai lu récemment une étude qui disait qu'il y avait moins de 50% de l'eau qui était potable en Chine. Les sols chinois sont dégradés, l'air chinois est pollué. Les États-Unis ont des problèmes d'infrastructure qui sont absolument considérables. Donc, tous ces grands empires, en fait, vont, je le pense, vraiment s'effondrer sur leur propre poids. Et en effet, l'avenir appartient aux petites nations de taille moyenne, avec justement soudées autour d'une identité forte, autour de certaines valeurs. Et alors, pour revenir à votre question, moi, je pense que c'est ça le siècle qui s'ouvre. Si on est intelligent, ça peut être le renouveau français. Parce que la France, en fait, par son anthropologie, n'a jamais été à l'aise dans la modernité. On est un peuple de guerriers, on est un peuple d'agriculteurs, on n'a jamais été à l'aise dans ce monde qui était plutôt un monde de marchands, qui est un monde pour les anglo-saxons, le monde des Anglais. En fait, la modernité, c'est le monde des Anglais. C'est le monde des commerçants, c'est cet empire qui fait du commerce avec sa marine sur les mers, c'est le monde des banquiers de Londres, etc. Et ça, ce n'est pas le monde de la France. La France, elle a dominé au Moyen Âge, elle a dominé jusqu'au début du XVIIIe, et après, depuis le XVIIIe, on vit dans un monde anglais. Et ce monde anglais, il est en train de finir par justement la logique énergétique. C'est un mouvement de l'histoire qui est en train de passer. Et je pense que la France a une opportunité à saisir parce qu'on est le pays de la rusticité, on est le pays de la sobriété. Et ça, dans le monde qui vient, c'est un atout extraordinaire. Nos terroirs, la richesse de nos terroirs, le fait qu'on a encore tous ces gens qui retournent à la terre. On voit, vous parliez de cet exode des grandes villes, les gens retournent dans les campagnes. Et moi, je le dis, et les gens ont du mal à me croire, mais j'en suis convaincu, c'est mon travail m'en a convaincu. L'avenir, c'est le monde rural. On est dans le siècle, le 21e siècle sera le siècle du retour à la ruralité. Et la France est un pays plutôt rural, plutôt agricole, de gens rudes,
frugaux, rustiques, et ça, c'est l'avenir. Et c'est pour ça que je suis. Alors, bien sûr, ça, je dirais, le peuple français survivra dans tous les cas, mais ces qualités intrinsèques peuvent être démultipliées si on a des politiques publiques pour les accompagner et pour prendre ces atouts et démultiplier leur puissance. Alors, malgré les nombreux défis auxquels la France fait face, on sent dans votre livre que vous êtes résolument optimiste. Vous écrivez que si la situation de notre pays est grave, elle n'est pas encore désespérée. Vous poursuivez en écrivant plus d'une fois, il a suffi de la volonté d'un seul pour rallumer la flamme d'espérance et que les Français retrouvent cette France qu'ils croyaient perdue. Alors on sait que la France a connu effectivement plusieurs sauveurs au cours de sa longue histoire. Personnellement, la première figure qui me vient à l'esprit, c'est celle de Sainte Jeanne d'Arc. On peut aussi penser à Napoléon, au général de Gaulle. Alors, trois figures historiques qui ont eu un rôle, soit un rôle militaire momentané, soit qui ont fait carrière dans l'armée avant de présider aux destinées du pays. Est-ce que vous pensez qu'un homme providentiel a les moyens d'émerger aujourd'hui en France? Et est-ce que vous croyez que la France a de nouveau besoin d'une figure martiale pour rassembler les Français et rétablir une forme d'autorité? Bah, écoutez, moi, comme vous l'avez dit, je vois ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est-à-dire qu'en plus, on a cette spécificité, la spécificité française, c'est qu'on a un système qui repose quand même sur la. On a toujours besoin de l'incarnation en France. Alors, on a eu l'incarnation pendant longtemps, c'était les rois de France. Puis après, ce système est parti en quenouille avec la Révolution. Donc, on a eu, pareil, Napoléon qui était un moment cette incarnation. On a des figures comme la figure du général de Gaulle que vous avez citée. Donc, on a cette tradition française d'avoir un moment quelqu'un qui incarne et qui fait l'unité de la France autour de sa personne. Donc ça, c'est une tradition française. Martiale, par contre, je ne pense pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la guerre a changé de nature. Alors bien sûr, on a des problèmes de sécurité publique. On a le problème, par exemple, de ces enclaves étrangères sur le territoire français. On a le problème je dirais, de cette guerre de basse intensité qui voit les Français être frappés, les forces de l'ordre être frappées. Donc il y a une dimension militaire. Mais je pense que la vraie guerre aujourd'hui, c'est une guerre économique. Et surtout, je vais employer un terme qui sera peut-être fort, mais je pense que c'est une guerre pour l'âme des peuples. La vraie guerre aujourd'hui, c'est une guerre psychologique. C'est une guerre, comme je vous l'ai dit au début, qui vise à détruire le moral des peuples, à détruire leur identité, leur culture, leur sens de leur destinée. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut se porter. Donc je pense que chaque époque je dirais, a ses exigences et on est aujourd'hui dans cette nécessité. Je pense que la priorité, en tout cas, si une telle figure devait émerger, elle devrait rendre aux Français leur sens d'eux-mêmes et le sens de leur destinée. Et c'est ça le plus important, c'est redonner aux Français une confiance en eux et leur tracer voilà, un chemin pour l'avenir et leur faire sortir de ce cycle de la culpabilité, de la repentance, qui retrouve la fierté d'être un peuple et justement de se tourner vers cet avenir qu'on évoquait il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que les conditions pour qu'une telle figure émerge sont réunies, sachant que, comme on l'a dit, les médias sont quand même aux mains de quelques puissances, de quelques milliardaires, et que le système est quand même relativement verrouillé? Bah, je pense que c'est ce que je disais récemment dans un autre entretien, c'est que je pense que malheureusement, on n'est pas encore arrivé au moment de crise. C'est-à-dire, la crise commence à s'ouvrir, on s'en approche, on voit il y a une dégradation qui est de plus en plus marquée. Et je pense qu'il faut que la crise soit ouverte, qu'on arrive vraiment au bord du gouffre, entre guillemets, et comme ça a toujours été le cas, pour que les conditions soient réunies, parce que c'est comme ça, et souvent c'est la nature humaine, les gens ont vraiment besoin d'être le dos au mur pour un moment, je dirais. Donc là, malheureusement, je pense qu'on a encore, ça se rapproche, mais la situation n'est pas encore, on n'a pas encore atteint le point vraiment de non-retour. On l'a évoqué un peu tout à l'heure en parlant de cette nouvelle religion, de l'égalité, du progrès et des droits de l'homme. En fait, en lisant votre ouvrage, j'ai pensé au discours d'Alexandre Solzhenitsyn prononcé à Harvard en 1978, un discours très puissant dans lequel il condamne à la fois le communisme, mais aussi le système occidental, dont il dénonce la chute spirituelle et le matérialisme effréné, le déclin du courage, la perte du sens moral. Est-ce que la crise du monde moderne n'est pas
avant tout une crise de la grandeur, une crise de la transcendance et une crise de la foi, de la croyance, de la spiritualité. Oui, absolument, mais c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Oui, je pense que c'est une crise de la transcendance et l'homme s'est placé au centre de toute chose et a perdu cette humilité de dire qu'il y a quelque chose au-dessus de lui et qu'ayant quelque chose au-dessus de lui, il doit servir. Donc après, je pense que c'est ça, la vraie question pour les hommes du XXe siècle, c'est servir. Qu'est-ce qu'on va servir? Ça peut être servir son pays, ça peut être servir Dieu, ça peut être servir sa famille, mais il faut servir quelque chose, il faut s'engager dans quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et c'est là que se trouve notre salut, sortir de son nombril, sortir aussi d'une rationalité étroite, parce que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, cette domination de la pensée occidentale par l'analytique, le verbal, le rationnel, au mépris de formes qui existaient autrefois, qui étaient aussi complémentaires, là encore la complémentarité, qui sont l'intuition, l'approche holiste, et qui trouvaient leur expression à travers la religion ou la fréquentation du monde naturel. Donc on s'est coupé aussi de tout un pan de l'expérience humaine, de l'existence humaine. Et je pense que le vrai défi, c'est ça, c'est aussi réconcilier la civilisation occidentale avec elle-même, c'est-à-dire conserver cette part d'analytique qui a fait la force de notre civilisation, mais la réconcilier avec cette dimension plus intuitive, plus spirituelle, à cette transcendance qui passe en effet par notamment le phénomène religieux. Merci Stanislas Berton. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.